certaines d'entre vous ont assisté. Et donc, on va clôturer vraiment en beauté, puisqu'on accueille Anna. Donc Anna, au début de ma carrière, je travaillais avec une vieille sage-femme, une sage-femme expérimentée qui disait toujours aux parents le plus dur du monde, c'est celui de parents, et en plus, il n'y a pas d'école pour ça. Et je trouve souvent cette phrase tellement juste. Alors, c'est vrai que maintenant, je trouve que c'est chouette parce que vous avez plein de canaux d'information, que ce soit par vos pairs, par vos parents, par vos familles, ou alors par des professionnels, ou par des professionnels, par différents canaux. Et c'est là où vous intervenez, chère Anna, puisque vous parlez de sujets qui sont vraiment inhérents à la santé de la femme, de façon objective, mais sereine et rassurante. Alors, Anna, vous êtes autrice, je crois. Si les sources sont justes, vous avez écrit une trentaine de livres. Une trentaine. Une quinzaine, c'est déjà pas mal. Quinzaine. Influenceuse, avec 240 000 followers, c'est juste. Pas vraiment influenceuse, non, parce que j'en tire pas de revenus. Je suis pas influenceuse. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Je devrais être. Chroniqueuse à la maison des maternelles, sage-femme. Ouais, bien sûr. Depuis 10 ans, je l'aurais dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis maman. Ah oui. Voilà. Donc, Anna, on est vraiment ravis de vous accueillir et honorer ici à Strasbourg, à la clinique Réna, pour nous parler d'une période compliquée, étrange, mêlée de joie, d'émotion, d'inquiétude, qui est le postpartum. Et pourtant, donc, épopée, je vous cite, où il faut faire baisser la pression. J'ai lu un peu. Et pourtant, c'est une période inéluctable, incontournable pour tous les parents. Voilà. Donc, merci, chère Anna, d'être venue à notre rencontre. Merci à vous, cher public, d'être venu aussi à notre rencontre. Anna est OK pour faire des dédicaces si vous avez ramené certains de ses livres après. Et puis, sachez que nous, on reste disponible pour vous. Il y a des visites qui sont organisées à environ tous les 15 jours de la maternité. Vous trouverez les dates sur notre site. Et puis, il y a aussi un petit mail si vous avez des infos à demander. Anna, c'est à vous? Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, on m'a demandé une mission qui est quasiment impossible pour moi, c'est de parler du postpartum en 30 minutes, alors que je pourrais en parler sans mentir, pendant une semaine sans faire pipi ou bien même manger. Donc, je vais essayer de faire court. Ça vient, ça fait pas vite. Ça marche? Ah bah ça marchait. Bah ouais. Ça marchait. Ah, ça marche. Ça marche. Voilà, donc délicate tâche pour moi de parler du postpartum en 30 minutes, mais je vais jouer le jeu. Et d'abord, je voudrais faire un peu d'histoire. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps. Ah oui, après, je ne vous l'ai pas dit, vous aurez 30 minutes de questions qui sont toujours les moments les plus riches, parce qu'en fait, là, du coup, je vais adresser vraiment des généralités, mais je ne vais pas pouvoir répondre à vos interrogations. Vous n'hésiterez pas à poser toutes les questions qui vous viennent par la tête, c'est souvent très riche et intéressant. Du coup, je voulais vous parler d'une période qui était pas si lointaine, qui était il y a 10 ans, c'était où le postpartum n'existait pas. Et quand je dis le postpartum n'existait pas, c'est vrai. Moi, quand je suis arrivée en visite à domicile, j'étais à moitié à l'hôpital, à moitié en visite à domicile. En fait, je suis arrivée chez les femmes, on m'avait décrit le moment du postpartum, c'était même pas le postpartum, des suites de couches, comme étant le moment le plus merveilleux, c'était extraordinaire. Tous les magazines étaient pleins de femmes avec des gros seins gorgés de lait, au sommet de leur maternité triomphante. Enfin, vraiment, et j'avais cette idée dans la tête, et même pendant mes études de sage-femme, on m'avait très peu parlé de suite de couches, ouais, vaguement des problèmes de cicatrices, d'épisodes, machin, un truc et tout, mais rien de plus. Et je suis arrivée chez les patientes à domicile chez elles. Et là, qu'est-ce que j'étais désespérée, c'est-à-dire que j'ai compris que non seulement elles n'étaient pas toutes heureuses, mais même il y en avait qui étaient profondément désespérées. Enfin, j'ai découvert une réalité qui était vraiment très différente. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'est venue ma passion du postpartum. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le postpartum. Et voilà, et en fait, il n'y avait rien. Et heureusement, il y a eu, je n'ai pas été la seule, mais on a été, je sais pas, peut-être 5 ou 6 nanas, à commencer à faire émerger cette question dans l'espace public. Et puis après, maintenant, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'il y a un effet de loupe des réseaux sociaux. On pense que le postpartum, tout le monde connaît. En fait, non. C'est pas vrai du tout. Sur le terrain, c'est pas du tout encore très, très connu. Et pourtant, ça devrait. Alors, postpartum, c'est quoi? J'aurais dû commencer par là. Alors, selon la définition médicale, parce qu'il y a une définition médicale, c'est la durée entre la sortie du placenta et le retour des règles.
Seulement voilà, cette durée, selon les femmes, elle est extrêmement différente, selon qu'on allait, selon qu'on n'allait pas, selon qu'on a une contraception, selon qu'on a une pathologie, pas de pathologie, etc. Et donc c'est une définition qui, pour moi, en tout cas, n'a aucun sens pour les parents qui vivent ça, hommes et femmes, bien sûr, ça n'a aucun sens. Ça a du sens pour celles et ceux qui font du suivi gynéco, c'est-à-dire pour les sages-femmes et les médecins. Mais pour les autres, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que c'est que le postpartum? Eh bien, pour moi, le postpartum, c'est égal je deviens parent. Et je deviens parent, c'est exactement comme prendre une balle de bowling, la lancer, vous voyez, et puis vous avez des quilles, et en fonction des circonstances, on va voir combien ça impacte de quilles. Il y a des gens pour qui ça va être hyper facile, des gens pour qui ça va être plus compliqué, ça va faire tomber toutes les quilles. Et le postpartum, je deviens parent, c'est vraiment un renversement de l'existence, pour moi aussi fort que sa propre naissance et sa propre mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un renversement. Avant, vous viviez en vous, pour vous-même, avec la responsabilité de vous-même. Tout d'un coup, vous allez devoir vivre aussi en quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, avec la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et en plus, pour les femmes, on le verra, mais évidemment, ça chamboule la tête, le corps et la vie familiale. Enfin, tout. Donc, le postpartum, c'est vraiment une période à la fois merveilleuse, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, il suffit de le vivre. Moi, je suis plutôt là pour vous parler des emmerdes, et je vais le faire. Il y en a quand même un sacré paquet. Enfin, il peut y en avoir un sacré paquet, hein, pas pour tout le monde. Voilà, donc la définition de postpartum, mais moi je vais plus loin, c'est-à-dire que j'ai eu l'intuition au contact de mes patients que pour moi ce postpartum durait 3 ans, parce que souvent on parlait 6 semaines, 3 mois, 9 mois, enfin 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire, le 4e trimestre, blablabla, et blablabla. Pour moi, pas du tout. En voyant les femmes et en les regardant vivre, il y avait vraiment un truc autour de 3 ans qui vraiment changeait aux 3 ans du dernier. Je précise, parce que du coup, si vous avez remis une pièce dans la machine, évidemment, comme moi ou comme plein d'autres, eh ben, ça peut durer comme ça plus longtemps. Et voilà, pour moi, ça dure 3 ans. Alors évidemment, c'est à la minute près, quoi. Ça peut être 2 ans et demi, ça peut être 3 ans et demi, etc. Mais en tout cas, c'est une durée longue. Alors à la fois, ça fait peur de dire ça, et à la fois, c'est réconfortant parce qu'on se dit, oh, ok, moi, j'ai l'impression d'être à la ramasse, j'ai l'impression d'être plus fatiguée, alors que pourtant, j'ai accouché il y a 12 mois. Ok, mais c'est normal, quoi. Et souvent, d'ailleurs, on verra le pic de dépression du postpartum, par exemple, il n'est pas du tout maximum au bout de 6 semaines, il est maximal bien plus tard. Donc, voilà, le postpartum dure 3 ans. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a une équipe de psychiatres de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des gens très très sérieux, qui font des imageries cérébrales, et qui sont en train de dire, mais putain, là, ton intuition clinique, c'est la bonne. Enfin, vraiment, il y a vraiment un truc qui, dans le cerveau, se décante au bout de 3 ans. Je trouve ça quand même très rigolo et puis très satisfaisant. Voilà, je trouve ça très satisfaisant. Donc, je vous le raconte. Donc, il y a vraiment des modifications cérébrales qui changent au bout de 3 ans. Donc il y a vraiment des modifications cérébrales, mais vous pouvez lire, hein, c'est Hugo Botman et Lucie Joly qui ont écrit là-dessus, c'est passionnant, deux psychiatres, et voilà, c'est passionnant. Bref, là j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Alors oui, je disais, pourquoi c'est un intense chamboulement? Donc on a dit c'est un renversement de l'existence, parce qu'en fait, ce qui est particulièrement fou avec le postpartum, c'est que ça va impacter un peu tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne va pas être impacté. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, postpartum, c'est comme l'adolescence. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, on parle même de matrescence, c'est pas complètement, oui, c'est vrai en partie, ou c'est comme la ménopause. Pour moi, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'identité profonde dans la personne reste, elle évolue, mais elle reste la même, et surtout, le quotidien n'est pas aussi chamboulé. Votre quotidien reste à peu près, alors que là, on va le voir, il y a quand même de vraies grosses différences. Alors, qu'est-ce que ça secoue? Eh bien, d'abord, le corps. Mais ça, pour dire que ça secoue le corps, c'est évident, mais ça va dépendre grandement des femmes. Il n'y a pas une femme à qui, pour laquelle ce sera semblable. Selon vous avez une césarienne avec une hémorragie de la délivrance gratinée, ou vous avez accouché en 2 heures sans péridurale dans une baignoire, évidemment, vous ne sortez pas dans le même état et que votre postpartum ne va pas être la même. Si vous avez déjà une pathologie très lourde à prendre en charge, enfin, vous voyez, je veux dire, il y a postpartum du corps, moi, j'en parle quasiment pas parce que d'abord, ça se vit, ça se traverse, on peut être accompagné. Et puis en plus, c'est trop différent d'une femme à l'autre. La seule chose qui va être très semblable entre nous toutes et entre nous tous, et là ça intéresse aussi les hommes, c'est la question de la fatigue et du manque d'énergie. Purée, enfin je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais jamais j'aurais pensé qu'on puisse être fatigué à ce point-là. Le manque de sommeil a des répercussions majeures sur la santé. Je vois des femmes enceintes, je me dis, voilà, je vais vous faire peur, elles vont sortir de là. Ok, on remballe. Je leur demande qu'ils fassent quelque chose pour moi. Alors, la fatigue, et moi, je pensais typiquement, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais moi, je faisais la fête comme une malade. Je faisais 1000 gardes par semaine. Enfin, c'était un truc de fou. J'avais une vie trépidante.
Et je me disais, bah, en termes de fatigue, franchement, je vais gérer quoi. Ah non. Ah non, non, non. Vraiment la fatigue. Et en fait, la fatigue, je rigole, mais ça a des répercussions très lourdes sur la santé physique et mentale des individus. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui se mettent à avoir plein d'infections hivernales, il y a plein de parents qui font des dépressions, on va en parler, il y a plein de parents, etc. Et donc, vraiment, la question de la fatigue physique. Mais je vais vous donner une note d'espoir, c'est que ça passe. Un jour, ils redorment. Quand? Je ne sais pas. Vous, quand est-ce que vous redormez? Je ne sais pas. Mais ce jour viendra, c'est sûr. Là, moi, ça y est, 6-8 ans, je suis sortie du... Alors, c'est pas très encourageant. Mais personnellement, ça y est. Enfin, si je ne remets pas une pièce dans la machine, évidemment. Parce que c'est à ce moment-là critique où on se dit, wouh, bim, c'est très, très dangereux. En tout cas, la fatigue, non, vraiment la fatigue, et ça, c'est un enjeu pour les hommes et les femmes de façon égale, sauf que souvent, quand même, les femmes se lèvent plus la nuit, mais en tout cas, il y a vraiment un truc de fatigue, rappelez-vous de ça, et que ça altère la fatigue, ça altère donc la santé physique, la santé mentale, ça altère le couple aussi vachement. C'est-à-dire que quand on est fatigué, on devient égoïste, on est en mode struggle for life. Et donc le mode struggle for life, bah, pour le reste des gens qui sont autour de nous, c'est absolument atroce. On devient irascible, nerveux, méchant, etc. Enfin, moi, j'ai aucun problème à le dire, j'étais devenue extrêmement méchante. Enfin, surtout avec mon mec, les autres, ça allait, mais les patients, ça allait, mais pas lui. Donc, rappelez-vous de la fatigue, parce que souvent, c'est tout de suite des grandes conclusions. Je ne l'aime plus, je ne... Enfin, des trucs vraiment... je préfère vivre ailleurs, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, en fait, il suffit juste de dormir 3 jours. Et mais en fait, ça va très bien dans ma vie. Voilà. Donc, rappelez-vous des conséquences du manque de sommeil. Et bien sûr, consultez. Il y a un truc quand même, sans rigoler, pour le coup. C'est des fois, on s'aperçoit que c'est pas le bébé qui nous empêche de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, le bébé nous réveille, et là, on ne se rendort pas. Et on angoisse. Attention, parce que les troubles du sommeil, si, ça c'est vraiment un indicateur de santé, ça. C'est que si vous voyez qu'en fait, c'est pas lié au bébé, faites le test quand même. Alors là, attention, consultez un médecin sans tarder, ou un psychiatre, des fois, parce que ça peut être le symptôme d'une dépression ou de trouble anxieux. C'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, quand on est crevé, on se rendort. Et là, si vous mettez 3 heures à vous endormir, ou vous avez d'autres symptômes respiratoires ou quoi aux caisses, attention, parce qu'il faut pas non plus dire que c'est forcément la faute du bébé, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, un bébé, ça ne dort pas. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Parce que quand ils font. Il y a une question nue, mais après, il y a toujours une otite, une laryngite, une truc, une dentite qui sort. Enfin, bref, il y a toujours quelque chose. Donc, la question voilà, du postpartum du corps, en tout cas, c'est pour vous dire que c'est extrêmement chamboulant du point de vue du corps. C'est clair. Mais là où ça va secouer parfois plus, c'est le postpartum de la tête. Alors, la tête, déjà, il faut que je vous dise la vérité. C'est que le postpartum, c'est une grande période de joie et c'est aussi un moment où on va avoir des vagues émotionnelles. Waouh, c'est vraiment les montagnes russes. Et si c'est une période de joie, c'est aussi une grande période de grande vulnérabilité psychiatrique pour les femmes. Plus, et ça c'est quand même étonnant, plus que l'adolescence, où effectivement c'est l'entrée parfois dans la pathologie psychiatrique, plus que la périménopause et de la ménopause, où on sait qu'il y a une augmentation des syndromes dépressifs. Le postpartum détient tous les records, puisqu'en France, on a entre 20 et 30% de dépression du postpartum chez les femmes et 10% chez les hommes. Très intéressant de voir, ça c'était les derniers chiffres, je ne comprends pas qu'on n'ait pas souligné ça, mais chez les hommes, en fait, c'était hyper intéressant dans l'étude, c'est que plus les hommes sont en proximité avec leurs enfants, plus ils font une dépression. C'est-à-dire plus ils sont en première ligne auprès des enfants, plus ils font une dépression. Alors, c'est drôle sans être drôle, mais ça veut quand même dire qu'en fait, le boulot d'être auprès d'un bébé H24, 7 sur 7, c'est peut-être un boulot le plus exigeant. Et c'est intéressant de le voir. C'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est pourri, c'est pas le sujet, mais c'est que c'est extrêmement exigeant et coûteux sur le plan psychique. Même si c'est génial, encore une fois. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a 20 à 30% de dépression du postpartum, du coup. Et le suicide qui est devenu la première cause de mortalité maternelle devant les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Donc, voilà, dépression du postpartum, bien sûr. Et ça, il faut. Là, quand même, une note d'espoir, c'est que ça se traite super bien. Ça se traite super bien. C'est-à-dire, si on la prend en charge tout, vraiment, ça se traite très bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment consulter. Vous faites des petits tests PDS, vous faites un baromètre de votre santé mentale une fois par mois. Et si vous voyez que vous décrochez, que ça ne va pas, hop, direct, médecin, sage-femme. Voilà, vous allez voir, vous dites ah, ça va pas, ça va pas bien. Dépression du postpartum. Que dire d'autre? Il y a autre chose, mais vous me direz si vous avez des questions plus précises, vous me le direz. Ensuite, il y a l'hypervigilance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc d'hypervigilance. Un truc de fou, ça. Ça, c'est vraiment alors, pour les gens qui ne savent pas, vous avez le bébé à côté, vous êtes crevé, mais de l'au-delà, vous n'en pouvez plus, et vous êtes comme un suricate. Ça, c'est mon expression sous amphétamine, j'étais vraiment comme ça.
Et impossible de trouver le sommeil. Et c'est particulièrement pernicieux parce que plus on est hyper vigilant, plus on angoisse, plus on angoisse. Moins on dort, plus on angoisse. Enfin, c'est un truc. Donc ça, il faut casser ça. C'est normal hein, d'être un peu hyper vigilant les premiers jours, etc. Mais c'est vrai que ça s'installe dans le temps. Attention, danger, parce que ça peut évoluer vers des troubles anxieux et dépressifs. Donc, le moyen d'y remédier, c'est de demander aux parents, quelqu'un en qui on a parfaitement confiance, de veiller sur le bébé. Et surtout de ne pas se mettre la pression sur le sommeil, c'est-à-dire de dire, bon, je vais aller regarder une série, je vais prendre un bain, je vais faire. Et puis au bout d'un moment, peut-être au bout de quelques jours, tac, votre corps va lâcher et vous retrouverez le sommeil. Mais attention, si malgré tout ça, vous ne retrouvez pas le sommeil, alors il faut consulter et prendre souvent des médicaments en soutien le temps que ça se tasse. Et après, il y a plein d'autres choses hein, dont je pourrais vous parler des troubles psychiques. Il y a évidemment la psychose puerpérale, mais c'est rare. Enfin, il y a pas mal de trucs. Il y a les phobies d'impulsion aussi. Vous voyez ce que c'est là, les phobies d'impulsion? On est là, on est sur notre bébé, et puis on a une image parasite qui arrive, on a l'impression qu'il est tombé par terre et qu'il s'est éclaté le crâne. Bon, ça c'est normal, c'est bizarre, mais c'est normal. 2-3 fois par jour, ok. Pas 20 fois par jour. Si c'est 20 fois par jour, c'est toujours pareil. Et après, même au-delà de parler de ces pathologies, ce qu'il faut vraiment légitimer absolument, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on a le droit, c'est fou comme on voudrait que la maternité ou la paternité soit la seule expérience humaine qui soit que cool. Bah non. Des fois, on est super content, et puis des fois, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? Parce que quand même, la vie, voilà, et c'est comme toute expérience, c'est comme parce que les gens me disent mais c'est sinistre de dire ça. Non. Quand vous prenez un nouveau boulot, quand vous quittez le lycée pour votre vie étudiante, vous dites ah bah c'est vachement bien la vie étudiante, mais quand même le lycée c'était cool sur certains aspects. Donc, enfin, c'est hyper bizarre. Si quelqu'un me dit, moi des parents qui me diraient ah, mais c'est que joie et félicité et bonheur comparé à ma vie d'avant, je me dis bah putain leur vie devait pas être chouette quoi. Je dis rien bien sûr, mais voilà c'est ça que ça veut dire. Donc l'ambivalence hyper normale. Les regrets aussi, normal. On regrette sa vie d'avant, on regrette les week-ends, on regrette les soirées, on regrette plein de choses. Les grasses mat, oh la vache. Je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est une grasse mat. Et je serais même pas, je crois que je suis même plus capable d'en faire une, c'est ça le pire. C'est-à-dire que les enfants vous enlèvent des grands plaisirs. Non, j'ai rigole. Non, j'adore mes enfants plus. Donc oui, c'est sûr que ça modifie profondément, ça c'est certain. Donc l'ambivalence. Par contre, attention, il y a un truc que quand même il ne faut pas trop rigoler, c'est quand il y a un problème de lien. Il y a des parents qui me disent, hommes ou femmes, peu importe, qui me disent moi j'arrive pas à créer le lien. Alors c'est normal de ne pas y arriver tout de suite en 5 minutes. Hein. Mais par exemple, quand ça traîne un peu au bout de quelques semaines, il n'y a pas de lien qui se fait, on sent que ça ne va pas. C'est hyper tabou. Il ne faut pas que ce soit tabou. Nous, les médecins et sages-femmes, on a tout entendu. Vous avez aussi des puéricultrices de PMI, vous avez plein de gens. Vous allez les voir, vous dites écoutez, je suis vachement emmerdée, mais j'arrive pas à faire le lien. On trouvera des solutions. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des solutions. Et il ne faut pas que ce soit tabou parce qu'en fait, ça fait souffrir les gens qui le vivent. Et aussi les enfants. C'est pas très bon pour un enfant que ça dure trop. Donc, pathologie du lien, c'est aussi important. Voilà, donc la tête, ça chamboule pas mal. Ça secoue pas mal. Mais pas forcément aussi. Il y a des gens qui traversent assez facilement. On a vu le corps, la tête, la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, là, évidemment, ça chamboule tout. Et là, moi, je vais me rappeler cette étude que j'ai un peu démocratisée de chercheuses du CNRS, très très sérieuses, hein, qui disent qu'en moyenne, un enfant, elles ont vraiment étudié le sujet, c'est 8 heures de travail, un enfant de moins de 3 ans, c'est 8 heures par jour de travail supplémentaire. 3 heures de temps domestique en plus, 3 heures de temps parental en moyenne et 2 heures de charge mentale. Et en fait, ce chiffre-là, il faut vraiment le diffuser parce qu'en fait, ça permet. Parce que moi, vraiment, quand j'ai des enfants, je me sentais merdique. Je me disais, c'est pas possible, t'es une merde, Anna. T'arrives pas à gérer ce que tout le monde arrive à gérer. Alors qu'en fait, non. Vous avez un surcroît de boulot, mais dingue. Or, la société ne prévoit pas d'aménagement pour autant. C'est-à-dire qu'on va vous faire bosser à 2 mois et demi, ce qui est à mon avis un scandale, ça c'est autre chose. Et en plus, je sais pas, dans les entreprises, il n'y a pas d'aménagement du temps, il n'y a pas de trucs facilitateurs, etc. Donc on va considérer, en tout cas quand vous revenez dans la vie, que rien ne s'est passé dans le métier. Or, vous tapez 8 heures de travail supplémentaire par jour en moyenne avec un enfant de moins de 3 ans. Donc ça, ayez-le en tête. Et c'est très important aussi dans le quotidien, le postpartum du quotidien. Quand on est en couple, on n'est pas toujours en couple, mais quand on est en couple, il faut vraiment qu'il y ait une répartition équitable des tâches. Je ne dis pas égalitaire, mais je dis équitable. Et là, je n'ai pas le temps d'en parler longuement, mais moi qui suis pourtant très romantique, très poétique, etc., là, je vous dis, il faut être hyper... En fait, vraiment avoir un enfant, c'est faire famille, c'est créer un business avec quelqu'un. Donc quand on est en couple, il faut considérer que la personne qui est à côté de vous, c'est votre associé dans un nouveau business. Pas de bol, c'est souvent la dernière personne qu'on aurait choisie pour monter un business. Alors moi, vraiment, c'est absolument l'inverse. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, donc, il va falloir faire. Il y a vraiment une dimension d'entreprise entrepreneuriale dans la famille.
je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de tâches à effectuer, il y a des choses à se répartir, il y a des réunions à faire, il faut se mettre d'accord sur l'éducation, sur plein de choses, et donc faites des putains de réunions. Tous les 15 jours, conseil de défense, autour d'un apéro, un petit-déj, un truc sympa, vous commencez par dire tout ce qui va bien. Ah, je suis vraiment aimé que tu fasses ça, etc. Et après, vous montez au créneau, avec douceur et délicatesse, pour dire, tu vois, j'aurais aimé que tu fasses ça. Alors souvent, les gens me disent, mais c'est pourri ton truc, Anna, ça marche pas et tout, ça marche super bien, je vous assure. Et je l'ai converti à vraiment des gens, on ne peut pas penser, qui sont quand même, voilà, qui l'ont fait, qui sont hyper contents, faites-le. Et donc ça, ces réunions, ça permet justement de faire une répartition des tâches. Il faut qu'il y ait des responsables. Vous êtes responsable linge, vous êtes responsable plan de travail, vous êtes responsable... Non, mais je vous assure, ça évite un nombre de disputes et de séparations, parce que je ne veux pas casser l'ambiance. Mais en France, en particulier dans les grandes métropoles, donc vous en êtes une, eh bien, on a quand même 50% de séparation après la naissance d'un enfant. Alors on se dit toujours, non, mais c'est pas nous, c'est les autres, c'est pas nous. Ah non, alors moi, avec mon expérience de sage-femme, les coups de mimi, je me projetais à fond, et qui se séparent vraiment, honnêtement, pour des histoires de chaussettes sales, enfin, c'est pas loin d'être ça, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, faites ce travail-là. Prenez aussi du temps à deux, en amoureux. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais je peux pas tout dire, j'ai pas le temps. Voilà, je suis déjà dépassée, c'est une catastrophe, j'ai pas dit la moitié du truc que je devais dire. Bon. Voilà, donc en tout cas, faites des réunions, je vous assure, c'est pas inutile et ça permet surtout d'éviter les disputes à chaud. Parce que sinon, on se hurle dessus, on se dit des choses, parfois un truc. Moi, je partais avec ma valise dans le couloir, je divorce. Donc, c'est pas bon de faire ça, ça abîme et tout ça, donc faites pas ça. Voilà, postpartum du quotidien. Ça aussi, il y a la question de la vie professionnelle qui est profondément bouleversée. Alors, souvent, d'ailleurs, moi, je vois beaucoup sur Instagram, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, qui disent Anna, je l'ai accouché il y a 3 semaines, ça y est, je sais ce que je vais faire, je vais devenir sage-femme. Mais plein. Alors je trouve ça magnifique, c'est merveilleux, elle trouve que le métier, c'est vrai, est merveilleux. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut relancer l'idée de la vie professionnelle. Parfois, on a envie de travailler moins, parfois, on a envie de travailler plus. Parfois, c'est vrai que le bébé, il a un côté comme ça, un peu juge. C'est comme si vous interrogez qui était là. Ouais, toi, tu fais quoi? Alors, qui dit rien, évidemment, le pauvre. Toi, tu fais quoi comme travail? T'occupes à quoi tes journées? Est-ce que tu crois que ça a du sens et tout? Moi, je le voyais, je me disais, oh là là. Et c'est vrai que ça, moi, ça a renforcé mon engagement, par exemple. Mais il y a beaucoup de femmes pour qui ça va changer la trajectoire et c'est une bonne chose. Mais attention, pas de décision hâtive. Révolutionnez pas votre monde professionnel dans les 3 mois. Attendez, hein, réfléchissez piano, parce que souvent, il y a des choix. Il y a énormément de femmes qui créent des boîtes, par exemple, et qui en fait des boîtes qui finalement ne marchent pas. Et qui... Alors, des fois, ça marche. Hein, j'en ai plein d'exemples. Vous connaissez toutes Bliss, vous connaissez toutes Tagine Banane, enfin, peut-être. Toutes ces boîtes-là, ce sont des femmes qui, en devenant mères, vont vraiment changer leur vie, mais c'est pas toujours comme ça. Pas toujours une success story. Donc, faites attention à la vie professionnelle. Et vous dire quand même aussi que le congé de 2 mois et demi est un scandale vraiment de santé publique. C'est pour ça qu'il y a un pic de dépression du postpartum. D'ailleurs, il y a un pic de dépression du postpartum à 3 mois parce qu'en fait, les femmes reprennent le boulot à 2 mois et demi, qu'elles ne dorment pas la nuit, qu'elles bossent le jour, elles font une dépression CQFD, enfin, c'est logique. Et pareil, l'inégalité entre le congé, enfin ça c'est mon point de vue, entre le congé paternité et le congé maternité est un scandale aussi, parce que c'est la porte ouverte à toutes les inégalités et à tous les problèmes qu'il y a dans le couple après, donc il faudrait évidemment, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas toujours facile d'avoir ce que... En tout cas, on demande, mais là, je pense que peut-être il y aura un truc, mais pas tout de suite. En tout cas, voilà, la vie professionnelle. Après, la vie familiale, mais ça, évidemment, ça décale les générations, évidemment, c'est un grand moment dans l'existence, blablabla. Qu'est-ce que je... Et là, comme j'ai plus que 5 minutes, il faut vraiment que je choisisse ce que je vais vous dire. Oui, alors je vais finir par le couple et la sexualité. Alors, en 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Toujours des moments de solitude dans les conférences. Intérieurement, on pense un truc, et les gens n'ont rien. Alors, la sexualité, ben non, en fait, franchement, c'est pas ce qui trinque le plus en réalité. Alors, ça trinque, oui, parce qu'on dort plus. Et quand on dort plus, on n'a plus envie de faire l'amour. C'est QFD. C'est pas souvent que vous dites oh, Anna, ça y est, je ne l'aime plus. Anna, Anna. Alors, là, c'est pareil, je les envoie tous à côté de Paris, à Fontainebleau, dans un hôtel. Ils allaient dormir. Et en fait, ils reviennent de Fontainebleau, ils disent ben oui, non, mais en fait, souvent, vous êtes privé de vos besoins élémentaires, c'est-à-dire dormir, manger, vous reposer. Quand on ne fait pas ces 3 trucs-là, bah, évidemment, votre corps, il n'est pas là à dire « Oh, super, on va faire des trucs de fou, etc. » Autre problème aussi, l'inéquité dans la répartition des tâches. Quand une femme a cravaché comme un chien toute la journée à faire des lessives, à être, enfin, des trucs difficiles, quoi, bah, évidemment, le soir, elle a du mal à être là, en nuisette, ouais, totale, quoi, c'est un peu compliqué.
Donc ça, c'est les deux principaux freins. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des problèmes de douleur, qu'il ne va pas y avoir des problèmes, mais que ça se résout. En tout cas, la sexualité n'est pas finie, ça c'est promis, juré, craché, pas du tout. Il y a même des gens qui ont une vie sexuelle beaucoup plus épanouie parce qu'ils sont plus en confiance, parce qu'ils ont des relations plus fortes. Mais par contre, c'est vrai que ça peut tanguer, ça peut être un peu, voilà. Le tout, c'est vraiment, comme on va vous dire tout le temps, c'est de communiquer vraiment. Et voilà, il faut parler, et exprimer ses frustrations, exprimer ses désirs, etc. Donc, vous ne faites pas trop de soucis. Et si vous avez mal, vous consultez. Il y a une association de sages-femmes qui s'appelle Périnée Bien Aimée, merveilleuse nana, qui sont spécialistes des douleurs vulvaires et périnnéales. Elles vous résolvent tous les problèmes. Elles ont un annuaire avec que des gynécos, des sages-femmes dedans qui sont exceptionnelles et formées. C'est trop bien. Voilà, donc pensez à ça. Et pour le couple, je suis désolée, j'ai plus qu'une minute. Mais le couple, j'en ai un peu parlé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un remaniement intense. Passer du couple amoureux au couple parental, bah c'est un énorme changement. C'est à la fois ce qui soude le plus aussi. Ça, quand même, je voudrais finir par une note positive. C'est quand même, en fait, c'est la seule personne au monde qui va pouvoir se réjouir avec vous de la vidéo pourrie que vous aurez filmée sur votre bébé. La seule personne. Donc. Tous les autres, vous allez les faire chier. Je vous le dis tout de suite. Et ne croyez pas que non. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la seule personne. Et quand même, rappelez-vous aussi que c'est quand même l'amour. C'est-à-dire l'amour qui est un concept amour, qui est quand même en chair et en os. C'est quand même un truc de fou. Moi, il n'y a rien qui m'émeut plus en maternité quand je travaillais ensuite de couche. C'était de voir des couples de grands-parents qui venaient voir leur bébé qui avait un bébé. Je trouvais ça magnifique. Donc rappelez-vous, et surtout rappelez-vous que le couple, c'est le centre du système solaire. Le couple, c'est le soleil. Les enfants sont des planètes qui gravitent autour. Rappelez-vous que ces enfants, vous les faites pour qu'ils partent. C'est horrible de vous dire ça, mais moi, je le vois là. J'ai révolutionné mon monde pour eux, c'est un truc de fou. Et là, à 8 ans, le mec me dit oh, écoute, salut, hein. Moi j'ai mes trucs, j'ai machin, etc. Donc en fait, quand ils vont bien, ils s'en vont en fait. Donc c'est terrible. Non mais je veux dire, donc en fait, c'est tout ça pour vous dire d'investir votre couple parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec quelqu'un sur le canapé que vous connaîtrez plus. Donc vraiment, prenez du temps pour votre couple à fond, à fond, à fond, ça doit être la priorité. Et en plus, quand un couple est bien, les enfants sont bien, souvent on oublie, et je finirai là-dessus, c'est que pour qu'un bébé soit heureux, il faut avoir des parents heureux. C'est la seule chose qui compte. Vous pouvez acheter tous les jouets que vous voulez, vous pouvez faire massage bébé, partage bébé, bidule bébé, tout ce que vous voulez. À partir du moment où des parents sont contents, les enfants sont contents, vous pouvez faire absolument n'importe quoi, ils sont contents. Donc investissez sur votre bonheur à vous et vous ne faites pas passer en dernier, faites-vous passer en premier, vous couple, vous personne, les femmes, prenez soin de vous, mon ange chien, mon petit bonhomme de bois. Il faut absolument que vous notiez sur votre agenda quoi, des plages où c'est pour vous, uniquement pour vous, pour faire des trucs qui vous font plaisir. Moi je ne fais pas du développement personnel, mais je ne sais pas ce qui peut vous faire plaisir, mais trouvez des trucs, investissez le plaisir, retrouvez du plaisir pour vous, par vous-même, vachement important. Et que les enfants grandissent. Prenez vraiment soin de vous. Voilà. Et qu'est-ce que je voudrais dire vous d'autres? Je vais vous passer la parole parce que là, ça y est, j'ai dépassé mon temps. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Anna. C'était très drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai bien aimé l'image des grands-parents. Et je trouve ça vraiment. Voilà. Et les vidéos pourries, les grands-parents, ils les aiment bien aussi. C'est les seuls. Ça, c'est vrai, oui, absolument. Alors, la parole est à vous. Je passe le micro. Bon, c'est là-bas. Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'intervention. J'avais une question parce que tout à l'heure vous disiez si ça va pas, il faut aller consulter, etc. etc. Bon, alors déjà c'est une démarche qui n'est pas forcément toujours évidente, surtout quand ça ne va pas. Et du coup, est-ce que de la même manière qu'il existe des consultants en lactation, il y a un endroit où on peut trouver des spécialistes des sujets de dépression de postpartum ou des gens en tout cas sensibilisés? Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de toquer à une porte et d'avoir une porte qui se ferme, surtout dans ces moments-là. Alors non, malheureusement, il n'y a pas vraiment de lieu. Alors il y a soi-disant les maisons des 1000 jours, mais on voit que c'est quand même très approximatif. Il y a bien sûr le centre de protection maternelle et infantile, de PMI. Mais moi, je dirais en consultation de débroussaillage, genre vous avez un sentiment que ça ne va pas, vite, il faut que j'aille voir quelqu'un. En première intention, je dirais presque une sage-femme. Parce qu'une sage-femme, ce qui est sûr, c'est qu'elle a dans son annuaire des psychologues, des psychiatres, des gynécos, des machins. Elle a tout un réseau autour d'elle qui fait que, hop, elle va pouvoir vous rebalancer. La sage-femme est ou votre gynéco si vous l'aimez bien, ou votre médecin traitant si vous l'adorez, n'importe qui que vous aimez bien. Et c'est hyper important que vous aimez bien, parce qu'effectivement, se prendre une porte dans un moment où on ose avouer que ça ne va pas, ça c'est la catastrophe. Donc,
même demander les pharmaciens, on ne pense jamais aux pharmaciens, les pharmaciens, ils ont une très bonne vision autour de chez vous des gens qu'il y a, et des gens gentils, vous dites, j'ai besoin de quelqu'un de vraiment gentil, ils vont vous dire, ah ouais, lui, trop sympa, ici, elle, trop sympa. Mais trouver quelqu'un de gentil, c'est essentiel. Et sinon, il y a une association qui s'appelle Maman Blues, qui est géniale, où il y a des groupes de parole, des groupes de soutien et tout, Maman Blues. Et eux aussi, ils peuvent vous donner dans les secteurs, il y a des femmes qui pourront dire, ah bah va voir tel psychiatre, périnatалiste, parce que même les psychologues, les psychiatres, je les adore, hein, mais de fait, ils ne sont pas tous spécialisés en périnatalité. C'est-à-dire souvent, vous tombez sur des gens qui qui n'ont pas du tout l'habitude. Donc c'est vrai qu'aller voir n'importe qui comme ça, c'est un peu risqué, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, ça dépend des... Alors je pense qu'ici, vous êtes assez bien lotis, mais c'est vrai que dans certaines zones rurales, c'est très très compliqué. Normalement, dans toutes les maternités, il y a un temps de psychologue. Bien sûr. Oui, ça dans la maternité, on peut toujours reconsulter, mais alors je ne sais pas comment c'est ici, mais à Paris, on peut pas les voir. C'est notre psychologue. Ouais, nous, c'est l'enfer. C'est absolument l'enfer, il n'y a jamais de place. Parce qu'en fait, vous prenez des trucs assez graves en charge, et du coup, il n'y a pas de créneau. Après, c'est très compliqué de retrouver des créneaux. Anna, vous parliez de la maison de nuit du jour. Il faut savoir qu'en Alsace, elle fonctionne très bien. Elle est à Bischheim ou Schiltigheim. Et ça marche très bien. Ah, c'est cool ça. Ouais, je sais que c'est pas partout. J'ai appris ça il y a pas longtemps. En fait, elle est très active. Et donc, c'est gratuit. Enfin, voilà, c'est une maison. Vous pouvez aller où il y a plein de professionnels. Et ça marche très bien à Strasbourg. Et je vous renvoie aussi vers un site qui s'appelle le Sel dans le Café. Ça, c'est vraiment génial. C'est un site internet où vous allez trouver toutes les coordonnées de tous les endroits qui existent pour les parents. À la fois les PMI, à la fois les médiathèques, à la fois les maisons du jour, à la fois des cafés poussettes, tout. C'est génial. Le Sel dans le Café, c'est vraiment trop bien. Vous avez une question ici. Attendez, juste. Oui. Rajouter quelque chose. Michel Médardou, c'est quelque chose qu'on peut aussi regarder sur Internet. Ah oui, bien sûr. On n'a pas envie d'aller voir quelqu'un. Il faut que tu reposes ta question, Karine. Non, c'était pas une question. Ah, en fait, c'est pour dire que quand on se pose des questions justement sur sa santé psychique, à un moment comme dans le postpartum, on peut, sans qu'on soit déjà allé jusqu'à faire le pas et aller vers quelqu'un, vers une sage-femme ou vers le médecin, on peut déjà regarder sur Internet l'échelle d'Édimbourg et on se fait soi-même un test. Et on arrive à se dire, bah, effectivement, et je crois qu'effectivement, il n'y a pas que je passe ce pas-là et que j'aille voir quelqu'un. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je fais partie, c'est pas du tout une recommandation officielle, mais moi, je trouve qu'il faut donc test EPDS, vous trouvez sur Internet facilement. Moi, je trouve que c'est bien le côté à la fin de chaque mois. Vous réfléchissez même pas, vous venez d'accoucher, fin du premier, fin du deuxième, fin du troisième. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, vous gardez les notes que vous avez. Et ça permet aux professionnels de la santé qui vous prennent en charge, s'il y avait une dépression, de mesurer quand est-ce que ça a eu lieu. Franchement, c'est très bien. Faites tout ça une fois par mois, ça prend 5 minutes. Même temps que la réunion avec l'associé. Voilà, c'est ça. Il y avait une question. Oui, moi je voulais rebondir sur le fait de prendre du temps pour soi après avoir eu un enfant. Et je voulais savoir à partir de quand à peu près c'était bizarre, entre guillemets, de ne pas réussir à sortir sans... Ah, vous voulez dire vous séparer du bébé? C'est ça. Ça, c'est très difficile comme question. C'est très bonne question. En fait, il n'y a aucune obligation à se séparer du bébé et avoir des actes. Déjà, on peut prendre du plaisir et du temps pour soi avec le bébé, ça je crois que c'est important de le dire. Parce qu'il y a des femmes pour qui ça va être une souffrance de se séparer du bébé, donc là c'est complètement contre-productif. Mais sinon, s'il y a une personne de confiance, vous pouvez sortir dès le début. Mais souvent, vous me dites, ah non, Anna, je ne peux pas me séparer du bébé, c'est impossible, j'ai pas envie, etc. Puis en fait, vous le faites comme un exercice, c'est-à-dire vous prenez 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et en fait après vous êtes vachement contente. Moi je me rappelle, hein, mon mec il tirait le berceau, il m'éloignait du lit de moi. J'étais là, non. Et en fait, je me rappelle de mes premières sorties au Monoprix seule. Quel délice. Enfin, il y avait un côté. Non, mais vraiment, avec émotion, c'était. Alors que je disais, je préfère mourir que de me séparer d'Auguste. Plutôt mourir. Et après, avec ces sorties au Monoprix, petit à petit, j'ai réappris à aimer le monde extérieur, au-delà d'Auguste. Mais il nous manque tout le temps. Mais là, moi qu'est-ce que. Il me manque, là, cette espèce d'abruti. Là, ce soir, dans mon hôtel, je vais être là. Mais en même temps, je suis contente. Ah bah, il y a des parents qui disent que ça dure toute la vie. Hein. Ça dépend des parents, je pense. Mais moi, ouais, je dis toujours, ils sont dans ma pensée tout le temps. C'est comme un super grand amour, en fait. Hein. Mais quand même, vraiment, prenez du temps pour vous, parce que il ne faut pas se laisser complètement dissocier, quoi. Et puis, je vous dis, ils partent. Donc, il faut quand même pas désinvestir sa vie. Si vous désinvestissez complètement votre vie, vous allez vous retrouver sans vie. C'est horrible. Hein. Il y a des gens, ils n'ont plus d'amis, plus rien.
plus de sang d'enterré, tout, c'est horrible. Oui, merci. Du coup, moi, je me demandais, enfin, j'ai découvert le postpartum il y a 5 ans quand j'ai eu mon fils, mais j'avais jamais entendu parler du postpartum ni du baby blues, alors que j'avais été préparée comme une sportive pour l'accouchement, avec les cours de préparation à l'accouchement. Et il n'y a pas de préparation du coup au postpartum sur le plan psychique, cognitif. Pas assez. Pas assez, mais pourquoi? Parce que mais mais ça, c'est vrai que non, mais c'est une folie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, en fait, ça devrait être la moitié pour moi des trucs d'atelier de préparation à la naissance, le postpartum. Parce qu'en fait, tout le monde fait croire que l'accouchement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est le sommet du truc. Alors qu'en fait, je suis d'accord avec vous, ça commence dès la sortie de la maternité. C'est là que ça commence, c'est là que le difficile commence. Donc il faudrait que vous soyez formés, mais c'est pas le cas encore. On dirait que c'est la fin, en fait. Enfin, Oui, on dirait que l'accouchement, c'est la fin. voilà, alors que c'était le début de tout. Et d'ailleurs, c'est le début de tout. Exactement. Mais oui, non, là, mais c'est en train de bouger un peu, mais effectivement, de plus en plus de sages-femmes là, vraiment mettre plus de postpartum, mais c'est vrai que c'est venu par la société civile, donc il faut du temps pour que les professionnels bougent. Même les recommandations des sages-femmes sont en train de changer dessus, donc c'est grâce à vous, hein, grâce à moi, à d'autres gens qui, effectivement, c'est en train de bouger, mais c'est des gros machins, donc il faut que ça met du temps à bouger. Mais oui, je suis d'accord, pas du tout, c'est préparé. Pas du tout. Et même, c'est pas toujours facile aussi de se préparer, même psychiquement pour les patientes, comme elles ont ce truc de l'accouchement devant l'année, c'est quand même difficile de se projeter sur l'après. Hein. C'est tabou quand même. Et c'est tabou. Et c'est tabou. Ouais, exactement. Oui, alors ça, il y a beaucoup de gens qui disent ah non, il ne faut pas parler des sujets qui fâchent sur le postpartum. Ah non, alors moi, je ne suis pas du tout de cette école. Je pense qu'il faut dire toute la vérité avec la vérité, parce qu'après, on s'aperçoit que non, on est comme pas si mal. Et puis surtout, ça a allumé des cases dans le cerveau. On sait que dès qu'il y a un truc qui déconne, non, il ne faut jamais mentir aux gens. Même sur l'accouchement, il faut arrêter de mentir aux gens. Hein. Ça va être cucu les petits oiseaux, qu'il va y avoir une baleine qui va sauter autour du truc et tout. Oh, pitié. Ah ouais, non, ça c'est très dangereux de faire ça, parce que du coup, après, les gens tombent du 8e étage sans ascenseur. Donc ça peut être avec la baleine qui saute, mais pas toujours. Et il faut savoir que c'est très bien réproché par ces baleines. Alors, donc c'est juste pour dire qu'en fait, nous sur donc, le Grand Est, l'ARS a vraiment une grande sensibilité sur ce sujet du postpartum et de la dépression et se crée en fait le micro et se crée en fait des unités de psy mobile. Donc justement pour aller auprès des patientes quand elles ont accouché. Mais bon, nous à Strasbourg, les sages-femmes sont quand même assez donc sensibilisées à la dépression du postpartum. Ouais, ça c'est vachement bien. Non, mais de toute façon, le Grand Est, vous êtes un peu bons élèves pour beaucoup de choses, hein, pour vrai. Ah, non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, c'est vachement bien. Il y a vraiment un investissement rural. Ah non, mais je sais. Non, mais même le travail que les gens, il y a des gens qui font du travail dans les collèges, lycées et tout ici, c'est ouf. Hein. Ah oui, je sais. Vous êtes très fort. Bonjour, merci. Bonjour. Et est-ce que les pédiatres sont formés à détecter quand on ne va pas très bien? Parce que c'est vrai que juste avant la naissance, on est les princesses, tout, on va 10 000 fois à la sage-femme, 10 000 fois au gynéco, et après, c'est les bébés, et nous, on est quoi? On est la vache qui donne le bébé. Et c'est tout. Est-ce que les pédiatres sont formés à nous voir Alors, le problème des pédiatres, je les aime d'amour, mais ils ont un travail monstrueux. C'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est ici, mais en tout cas, quand même, c'est monstrueux. Les pédiatres, ils ont à peine le temps de faire leur travail. Donc, oui, ils sont formés. Ça dépend. Mais en tout cas, ils sont sensibilisés. Bien sûr, quand ils voient une femme qui va pas bien, ça leur fait pas plaisir, loin de là. Mais c'est vrai que souvent, ils manquent de temps. Et puis, parfois, il y a aussi, ils manquent de formation. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que c'est vachement important d'être suivi par. Vous savez que vous avez un entretien, enfin, donc il y a tout le suivi du postpartum, bien sûr, qui est pris en charge par une sage-femme. Vous avez les professionnels de la santé mentale. Et il y a 2 entretiens obligatoires maintenant qu'on appelle l'entretien postnatal précoce, entre 4 et 8 semaines après l'accouchement, et un autre qui peut se renouveler entre 10 et 14 semaines. Donc le peu de rendez-vous que vous avez, et il y a la consultation postnatale. Tous ces peu de rendez-vous qui existent pour vous, il ne faut vraiment pas les louper. Et il y a la rééducation du périnée. La rééducation du périnée, mine de rien, avec une sage-femme ou un kiné, c'est un moment où vous venez une fois par semaine. Vous pouvez parler. En fait, souvent, presque, on fait plus de psy que de. Enfin, on réduit les muscles, hein, on est quand même pas les muscles. Enfin, c'est pas les muscles qui sont le plus, finalement, qui travaillent le plus, quoi. Mais oui, je suis d'accord. Oui, on s'en fout. C'est terrible. Hein. Mais là, dans la chambre de maternité, on voit tout le monde est là. Alors qu'on est là, nous. C'est dingue. Oui, je suis d'accord avec vous. Une question là. Bonsoir, est-ce que vous pensez que les doulas et les accompagnantes périnatales ont une carte à jouer dans le postpartum?
Ah oui, absolument. Alors là, ça y est, je vais avoir on va me tuer. Moi, je pense qu'on n'est pas assez nombreux autour des femmes enceintes, des femmes qui accouchent et des femmes qui ont accouché. Le problème aujourd'hui donc les doulas, les accompagnantes périnatales, c'est qu'elles n'ont pas de diplôme officiel reconnu. Donc vous avez à boire et à manger dans ces professions-là. Donc en fait, il faut réglementer, il faut qu'il y ait une réglementation et qu'on encadre ce travail. Mais là, c'est vrai que ça coûte parfois cher. On ne sait pas qui on a derrière ce titre. Et donc, mais bien sûr, il y a du travail pour. Donc non, moi je suis tout à fait favorable. Plus on sera, et en plus, je pense qu'il faut rassurer les sages-femmes. S'il y a des sages-femmes là qui sont inquiètes, enfin, vraiment, c'est pas du tout le même travail. Enfin, je veux dire. J'aime beaucoup moi, votre métier, mais je préfère 10 fois le mien. Et voilà. Donc, et par contre, des fois, j'aimerais bien vraiment qu'il y ait des accompagnants périnatales avec moi. Puis moi, ça m'arrive de travailler avec, surtout quand, par exemple, il y a une perte de bébé, enfin, il y avoir des situations dramatiques où ça aide vraiment pour le coup. Ouais, non, je suis pas du tout opposée. Oui, bonsoir. Alors moi, j'aimerais bien un super bon conseil d'une maman sage-femme de 2 enfants en âge rapproché. J'ai ma grande qui va avoir 2 ans et puis le petit qui va avoir 2 mois. Donc voilà. Si vous avez un super bon conseil, je ne sais pas, parmi toutes les situations, les aventures. Alors, j'ai été exactement dans le même cas que vous. Alors, franchement, le premier hiver, la fille qui va être hyper plombante. Franchement, le premier hiver avec le nouveau-né et celui qui avait juste 2 ans de plus à peine, c'était l'enfer. Entre les jours qui tombaient, les virus qui se transmettaient à moi, aux uns, aux autres et tout, non, c'est hyper chaud, vous êtes dans un pic aigu, là. Enfin... Non, mais je ne vais pas vous mentir, vous êtes dans le sommet de la difficulté. Franchement, je vous envoie tout mon amour, tout mon courage, mais vraiment, mais c'est chaud, là. Ça va être 6 mois jusqu'en mars, ça va être chaud les marronasses. Mais donc, bien sûr, si ça ne va pas, allez voir des gens qui sont dans la même merde que vous, ça c'est quand même vachement utile. Il y a Café Poussette. Je ne sais pas si ça existe ici, mais Club Poussette, pardon. Et c'est vachement sympa, ça. On se retrouve dans des parcs ou dans des cafés. Enfin, essayez de trouver des gens qui sont dans la même galère que vous. Mais honnêtement, non, c'est un peu un mode survie là dans lequel vous allez être, ou vous êtes peut-être. Là, je vous vois d'ailleurs. Vous devez parler à la sage-femme en même temps. Je vois très bien dans quel. Non, je n'ai pas de conseils miraculeux. Hein. En vrai, c'est tellement chaud. C'est 24 heures sur 24. Vous bossez ou pas? Non, mais... C'est presque encore plus chaud. Vous pouvez même pas vous reposer 7 heures par jour. C'est juste que le papa n'est pas toujours là. Enfin, il est cuisinier. Ah, ça, c'est horrible. Non, mais c'est un métier, non, mais c'est génial. Mais c'est un métier qui, pour les compagnons, les compagnes, est vraiment hyper dur. Hein. Ouais. Oui, famille, bien sûr. Moi, j'ai juste une question. Je suis là. Pour les mamans ou les femmes, les futures mamans qui ont déjà des antécédents de dépression ou d'anxiété, est-ce que du coup la dépression postpartum elle est plus importante, plus aggravée? Oui, absolument. C'est vraiment un facteur de risque et de dépression. On n'en a pas parlé de dépression anténatale, mais aussi un facteur de risque de dépression postpartum. Et donc moi, je conseille à toutes les femmes qui ont fait un épisode de dépression, pour le coup, de faire le point avec le psychologue de ou un psychologue tout court ou un psychiatre ou avec leur sage-femme pour essayer de rediscuter de cette dépression, voir si on peut travailler, s'il y a des appréhensions, des craintes, etc. Parce qu'effectivement, c'est un facteur de risque. Après, il faut rassurer les gens, c'est pas parce qu'on a fait un épisode de dépression qu'on fera forcément une dépression du postpartum. Mais il faut être particulièrement vigilant et préparer son postpartum parce que vraiment, souvent, les dépressions du postpartum en France, c'est juste des femmes qui sont trop épuisées. Les vraies dépressions du postpartum avec altération du lien mère-enfant et tout, ne sont pas si fréquentes que ça. C'est les plus embêtantes, mais c'est pas si fréquent. Souvent, c'est des femmes qui sont juste au bout du roule, de chez bout du roule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en postpartum, là, typiquement précoce, dès que vous sentez que vous vacillez, il faut s'arrêter de travailler tout de suite, en urgence. Vraiment, ça, c'est un point très important, comme le congé mat est beaucoup trop court. Si vous sentez que vous perdez pied, tchouk, arrêt de travail, et puis après, on voit ce qu'on fait. Mais il faut avoir l'arrêt de travail très facile. Et maintenant, il suffit de prononcer le mot dépression du postpartum. Normalement, maintenant, les médecins traitants, les gynécos, les machins, tout ça, donnent quand même, donnent des arrêts de travail assez faciles. Il faut. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Vous avez évoqué que le postpartum, il avait des conséquences neurologiques et parmi celles-ci, je pense qu'il y a la perte de mémoire.
Est-ce que c'est pareil, ça dure 3 ans ou alors on a un espoir que ça avant parce que c'est très handicapant au quotidien quand même. Alors ça c'est drôle parce que j'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps et oui ça peut durer 3 ans absolument. Alors il y a des femmes qui notent une amélioration au fil des mois, mais pas toutes. Il y en a chez qui ça va vraiment perdurer. Non non c'est chiant en vrai. Et ça commence parfois dès la grossesse. Et puis en plus on zappe des trucs mais complètement. Mais vraiment totalement. Moi c'est terrible. Bonsoir Anna. Alors moi, juste pour petite anecdote, j'ai travaillé 7 ans ici, j'ai accouché ici. Et si on m'avait dit un jour que vous serez devant moi, mais c'est incroyable. Donc merci à l'équipe de nous faire ce cadeau et merci d'être venu. Et moi, ma question, donc je pense que je suis en plein postpartum bien comme il faut. Et j'ai beaucoup de mal avec les mamans ou les parents qui sont très positifs ou qui vont nous faire croire en tout cas que tout va bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour... Enfin, moi, je suis infirmière maintenant dans un cabinet d'ophtalmologie et dès qu'il y a un bébé, ben, je ne peux pas m'empêcher de voir si tout se passe bien et tout. Et il y a une maman qui a changé son petit dans mon petit bureau parce qu'il n'y avait pas de table à manger. Et je demandais l'âge de son petit et puis on avait quasiment le même âge. Et elle me regarde, elle fait c'est merveilleux. Hein. Et moi, je lui dis, en fait, je lui dis, bah non. Mais je voulais pas être méchante, mais je lui dis, bah moi non, moi, c'est difficile. Et d'un coup, elle a changé son regard, elle a dit, ah oui, c'est vrai, non. Et en fait, moi, vraiment, j'ai une rancœur envers les mamans. Tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Non mais parce que alors le problème de ça c'est que des fois ça dépend quand est-ce qu'on attrape la personne. C'est-à-dire de fait il y a une telle ambivalence et des telles montagnes russes que des fois vous allez tomber sur la personne à l'instant T où effectivement la journée où tout est merveilleux, enfin, vous êtes dans un amour fou pour votre bébé et le lendemain vous allez être donc à cause de cette ça dépend. Et puis il y a une espèce de mensonge généralisé, ça c'est vrai. C'est que c'est extrêmement compliqué de renvoyer une image moisie de sa famille. Sur le couple, c'est encore pire. Les gens qui sont honnêtes sur leur couple, qui disent putain, mon chien, j'ai envie de. Dans le truc, dans un. Personne ne vous dira ça. Moi, oui. Mais les autres, ils vous disent ah non, c'est super, c'est. Non, tout le temps. Parce qu'on n'a pas envie de renvoyer une image moisie. Donc en fait, il suffit souvent de parler un peu avec eux, comme vous avez fait là, et hop, la parole se libère. Mais en tout cas, moi, je peux vous le dire, je vois des gens toute la journée qui sont là. Il n'y a personne qui va bien. Enfin, personne qui va bien. Ils sont ambivalents. Ah, mais sur Instagram. Mais ah ben Instagram c'est terrible, mais après c'est leur gagne-pain pour certaines. C'est-à-dire que si elles se mettent pas comme ça, machin et tout, elles gagnent pas d'argent. Donc là ça c'est pas du tout la vérité, parce que moi pour le coup j'ai des patients très très connus. Oh, c'est pas du tout les images. Hein. Alors là je peux vous dire le décalage, elles sont magnifiques, hein, mais différemment. Donc et puis elles gèrent pas comme elles le racontent, hein, leur vie. Non, c'est pareil sur Instagram, c'est la fausse vie, parce qu'en fait vous avez que des gens à des instants qu'ils ont choisi. Vous voyez pas Anna Ron dans son lit qui gueule comme un putois. Enfin, vous voyez, c'est vrai, c'est terrible. Mais voilà, c'est sûr. Mais c'est dur. Non, il faut leur parler souvent. Ils lâchent, ils disent la vérité. Mais c'est dur, ouais. Reprendre le travail quand psychologiquement c'est pas top, c'est pas la bonne idée, vous pensez? Alors si ça, Est-ce que ça alors peut... si ça peut. Mais le problème c'est que souvent il faut essayer pour voir. C'est ce qui est un peu délicat. Non, ça peut, parce que parfois on retrouve son identité et il y a des femmes qui vont être et puis on se repose, c'est pas le bon mot, mais on voit avec des adultes, on parle avec des adultes, enfin, ça peut faire beaucoup de bien. Mais le problème, c'est que sans essayer, c'est difficile de savoir. Et souvent, moi, je suis obligée d'envoyer les femmes, entre guillemets, au casse-pipe en disant allez-y, on va voir. Et au bout de 15 jours, vous savez. Mais sans essayer, parfois, c'est compliqué. Il y a chez certaines patientes pour qui ça va vraiment être. Ah ouais. Bon, moi, je suis très contente de reprendre les gardes. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment. Ouais. Oui, se reposer. Végéter devant. Bonjour. Bon, déjà, c'est incroyable de vous voir en vrai, de vous voir dans la maison de maternelle ce matin. C'est la même. Vous avez fait très vite. Elle a gardé le micro. Une petite question. Donc, vous dites que la reprise du travail après 2 mois et demi, c'est un peu l'enfer. Mais pour celles qui peuvent se permettre d'avoir un congé parental, est-ce que c'est pas pire finalement d'être couche biberon pendant plusieurs mois? Alors attention, qu'on s'entende bien. Pour moi, le congé parental, c'est pas H24 707 avec l'enfant. Hein. Ça n'empêche pas
pour moi d'avoir une solution de garde. Enfin, déjà, il faut que ce soit un désir. Toutes les femmes n'ont pas ce désir, auquel cas il n'y a même pas de sujet. Mais moi, c'est pour ça que la durée de 2 mois et demi est obligatoire, je la trouve très bien. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut, il faudrait que ce soit à la carte. Mais bien sûr, il faut avoir des solutions de garde et il faut que ça fasse plaisir et envie, ce qui n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Oui, mais si on n'a pas vraiment de solution de garde, si vraiment le congé parental, Alors, c'est juste qu'est-ce que la crèche puisse prendre. Attention, parce que c'est très exigeant. Là, c'est pareil, il faut partir en connaissance de cause. Ça peut faire beaucoup de plaisir, donner beaucoup de joie. Mais ça peut être un enfermement avec la solitude si vous êtes seul. Ça, si vous n'avez pas vraiment de relais familial, pas de relais amical, un coparent qui bosse comme un chien. Peut-être ça va être super, mais peut-être c'est pas sûr, quoi. Donc c'est pareil, là, n'hésitez pas à réfléchir, enfin, et des fois à tester. Ça, vous pouvez très bien dire, bon, bah, je pars sur l'idée d'un. Ouais, c'est pas facile parce que quand je parlais, le fait de se donner une durée, etc. C'est chiant. On peut le ralentir, on peut le réduire, je veux dire. On peut le réduire. Si on n'a pas de solution de garde à côté, effectivement pas de famille pour garder la petite. Bah, c'est chaud, quoi. Ouais. Enfin, non, mais c'est super. Ça dépend de qui vous êtes. Moi, je sais que moi, j'ai adoré, j'ai prolongé, quitte à bouffer des pâtes, j'ai vraiment prolongé parce que j'avais ma mère en backup qui me le gardait tous les matins ou tous les après-midi. Mais sinon, non, j'aurais détesté. Et j'ai adoré, dans ces conditions, j'ai adoré. Mais, ouais, y aller à poil en string sans soutien, bah, pourquoi pas, mais pas sûr, quoi. Une des dernières questions, je pense. Bonsoir. Moi aussi, je suis très contente de vous voir en vrai. Vous m'avez beaucoup aidé. J'ai 2 enfants de 5 et 7 ans. Donc voilà, mais je ne suis pas là ce soir. Et j'avais notamment une question qui m'a beaucoup perturbée pendant mes 2 postpartum. C'est l'idée de la transmission, parce que j'ai pas de maman très tôt. Et du coup, j'avais pas de transmission maternelle, on va dire. Et ma famille est très loin. Et j'étais une des premières à faire un enfant. Donc, c'était assez compliqué. Et quand je demandais des informations, il y avait pas rien manger, hein, un peu de tout. Donc, je me retournais vers aussi des professionnels de santé qui aussi, avaient aussi voilà. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que vous avez vu une espèce de sororité un peu plus agréable avec les années qui passent? On s'entraide entre femmes, où il y a les cafés poussettes, les cercles maman-bébé, ce genre de choses, où c'est vraiment un microcosme une fois qu'on a un enfant, et après, quand ils sont plus grands, on s'en fiche. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un entourage familial maternel, son grand-mère, enfin tante, peu importe, ou est-ce enfin, je m'en suis sortie, hein, je suis vivante, tout va très bien, mais voilà, c'est juste aussi pour assurer que c'est possible pour ceux qui n'ont pas, parce que je sais qu'en Alsace, on est tous très famille, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, c'était ma question. C'est très dur. Il y a une des choses dont souffrent le plus les femmes, c'est l'isolement et c'est la solitude. Je trouve qu'au fur et à mesure des années, ça va beaucoup mieux, mais c'est encore très insuffisant. Parce que souvent, c'est des petites initiatives, etc. C'est pour ça que moi, j'espérais beaucoup de la Maison des 1000 jours. Là, vous dites que c'est génial, j'ai presque envie d'aller les voir. J'y étais pas, mais on a. Voilà. En tout cas, ça marche très bien. Avec des lieux où à la fois vous avez des professionnels et à la fois surtout les gens se rencontrent entre eux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sans famille, sans amis, waouh, c'est chaud. Et moi, je suis d'accord avec vous, moi j'avais plein d'amis, mais j'étais la première gredine à faire un enfant. Et du coup, je faisais chier tout le monde, en fait. Donc, j'avais même pas le droit de dire que j'étais fatiguée, rien du tout. Donc, c'est extrêmement difficile. Ouais, difficile. Mais donc, oui, ça s'améliore un peu chaque année. Mais après, il y a plein de. Ça va lentement, hein. Et puis il y a plein d'enjeux pour la suite, la femme plus âgée. J'en reparlerai ça dans ma vie, mais périménopause, ménopause, enfants qui grandissent, ouais. Plein de sujets à travailler encore. Là. Bonsoir. Alors, j'ai 2 questions en une. La première, c'est est-ce qu'il y a des mesures préventives qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber en dépression postpartum? Et la deuxième, c'est si ces mesures préventives n'ont pas fonctionné, quels vont être les traitements? Est-ce que c'est forcément des traitements médicamenteux par anxiolytiques et antidépresseurs pour s'en sortir, ou est-ce qu'il y a d'autres choses et d'autres alternatives? Excellente question. Alors, en fait, il faut vraiment, en mesure préventive, il faut vraiment se préparer au postpartum, pour le coup. Anticiper pendant la grossesse un maximum de choses qui peuvent être anticipées. Alors là, c'est vrai que c'est très court en termes de temps pour pouvoir dire tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en 5 minutes? Et déjà, il faut se préparer du point de vue informationnel. Maintenant, il y a des bouquins, il y a des podcasts, etc. Allumez des cases. Informez-vous. En fait, je l'ai dit, hein, le boulot de parent, on le disait aussi ensemble, mais le boulot de parent, c'est le boulot le plus exigeant pour lequel il n'y a aucune préparation. Donc, il faut vraiment lire, écouter, entendre plein de témoignages différents. Ça, c'est hyper important. Essayer de se projeter dans la vie d'après. Est-ce qu'on prendra le boulot à ce moment-là? Est-ce que toi, tu vas pouvoir prendre un congé patte? Est-ce que, etc., etc. Vous trouvez
des relais de soignants autour de chez vous, une bonne sage-femme, un bon pédiatre, un bon médecin traitant, aller visiter la PMI, enfin mettre plein de jalons, commencer à contacter Club Poussette, tous les trucs, aller danser dans le café, voir tous les trucs qui existent déjà. Et après, une fois qu'on fait une dépression du postpartum, alors ça dépend du degré de sévérité. Ça peut être un simple arrêt de travail, ça peut être une psychothérapie, ça peut être traitement médicamenteux, c'est quand même souvent le cas. Et ça peut aller jusqu'à une hospitalisation en unité mère-enfant ou en psychiatrie. Mais vraiment, le message clé, c'est plus c'est tôt, mieux ça se soigne. Et donc, vraiment, au moindre doute, même un doute, on va voir quelqu'un. Mais ça se traite très bien. Enfin, moi, de mon expérience. Et une question peut-être pas évidente pour cette sage-femme des femmes, mais on sait aujourd'hui qu'il y a 1 sur 6 papas qui vont faire une dépression postpartum. Où est-ce qu'on les sait voir? Parce qu'un papa déprimé, déjà, c'est difficile en grippe, une dépression postpartum. Wow. Et il s'appelle rapidement, nous menons les va toute la famille, mais aussi c'est une maladie mentale. Donc, comment on peut dire un papa qui a fait sa dépression? Et bien, pareil, on peut PMI, on peut même une sage-femme, enfin vraiment, alors là, c'est pas du tout académique, médecin traitant, même un gynéco, enfin quelqu'un que vous aimez bien, qui va avoir des contacts à vous donner. Et il faut le dire aussi, quand une femme fait une dépression du postpartum, c'est hyper difficile pour les coparents. Hein, ça se nourrit les deux. Enfin, les aidants dans ces cas de dépression, c'est extrêmement lourd. Et donc, en fait, moi, je dirais même, quand on est un coparent d'une femme qui fait une dépression du postpartum, il faut consulter pour être soutenu et pour essayer de se maintenir à flot. Et l'inverse, c'est vrai aussi, quand un père fait une dépression du postpartum, c'est bien d'aller voir quelqu'un, parce que c'est effectivement une dépression, c'est pas mal de dire ça, ça aspire tout le monde vers le bas, et donc il faut qu'il y en ait au moins des deux qui surnagent, quoi. Merci encore d'être venu. C'est passionnant. On peut rester des semaines et des semaines à discuter. On est d'accord. Moi, j'ai une question parce que dans ma patientèle, j'ai des personnes qui sont retrouvées seules, enceintes et qui après accouchent seules ou avec une amie et qui élèvent seules leurs enfants. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de ce cas de figure et ça, il faut vraiment en parler. Alors moi, je cherche les adresses mail des groupes de soutien parce que bon, je trouve qu'il y a un gros tabou. Alors j'en profite très rapidement pour dire que tout ce qui est psychiatrique, enfin, des problèmes du postpartum, nous, enfin moi je suis une gynécologue, donc on s'occupe de tout ce que vous avez dit, c'est très organique, la douleur de l'accouchement. Alors moi, je me pose toujours des questions à mes patientes sur leur état psychologique, parce que ça m'importe et je vois bien qu'elles ne vont pas bien. On commence à connaître les patientes avec le temps. Mais je trouve qu'il y a un gros tabou, parce que j'ai travaillé en Allemagne, et il n'y a pas le même tabou sur tout ce qui est maladie psychiatrique, affection psychologique, enfin, des troubles de la personnalité des fois qui se révèlent avec l'accouchement, etc. Donc c'est vrai qu'on est un peu un parent pauvre comparé à l'Allemagne, où c'est beaucoup plus accepté, c'est dans les mœurs, il y a tout un tas de prises en charge qu'on n'a pas en France. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que je peux aider ces patientes qui sont seules? Est-ce qu'il y a des groupes de soutien en ligne, puisqu'elles sont seules, donc elles n'ont pas le temps d'aller voir je ne sais pas qui. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des adresses. Même en solo, c'est chaud. Ça, c'est vraiment, moi, je suis très admirative de ces femmes. C'est hyper chaud. Ah ouais, non, mais là, ça peut être très, très exigeant, très dur. Là, il faut vraiment leur dire qu'elles constituent autour d'elles vraiment un maillage familial et amical et qu'elles osent demander, parce que souvent, elles n'osent pas demander, alors que les gens sont hyper honorés de pouvoir aider, hyper honorés de pouvoir soutenir. Et après, sur Instagram, sur Facebook, il y a plein de trucs. Maman solo, il suffit qu'elles tapent, elles vont trouver plein de groupes. Et il y a encore cette histoire de celle dans le café où il y a toutes les ressources pour le postpartum, où elles vont pouvoir trouver des gens à qui parler, etc. Et après, il y a des bouquins, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Et puis surtout, ce qu'elles ont besoin, c'est de soutien, de relais, de trucs très concrets, quoi. Mais honnêtement, le club poussette, franchement, c'est vachement bien. Dans le poussette, il y a un sucre parent. Bah voilà. C'est vachement, pour le coup, pour les mamans solo, je trouve ça génial. Oui. Bien sûr, la PMI, évidemment. PMI, et puis tous les autres, etc., bien sûr. Mais c'est chaud. Encore une dernière. Ah, bah, c'est la dernière. Déjà, merci Anna. Enfin, moi, en tant que nullipare, du coup, je bois vos paroles comme de l'eau bénite. Je suis très contente d'être très informée grâce à des personnes comme vous, comme le podcast BIS par exemple. Mais en fait, je voulais juste intervenir par rapport à la question qui a été posée au tout début, par rapport à la gestion, la dépression du postpartum, vers qui s'adresser. En fait, j'ai à côté de moi une médecin généraliste, j'espère que je ne la mets pas mal à l'aise, qui est sur Strasbourg.
et qui aimerait bien offrir ses services du coup à toutes ces personnes, mamans de 2 enfants. En fait, vous pouvez largement venir parler chez un médecin généraliste aussi qui peut faire du suivi pédiatrique et on peut également faire le suivi de la maman à ce moment-là parce qu'il y a une question sur le pédiatre. En fait, les généralistes sont plutôt formés sur la question, donc juste n'hésitez pas à venir parler bébé et vous. Avec carrément, les médecins traitants, c'est essentiel, les médecins généralistes, essentiel. Mais le problème des médecins généralistes, c'est que tous sont pas à l'aise. Donc n'hésitez pas à leur poser la question très simplement. Oui, venez. Voilà, vous voyez avec eux. Et parfois, ils sont débordés aussi. Une conclusion. Bah, un grand merci Anna. Moi j'ai trouvé ça à la fois drôle et réaliste et émouvant. Et, toutes les émotions, comme le presque un postpartum. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez, Anna était OK pour faire des dédicaces si besoin, voilà. Et puis, bon retour. Et puis, on espère vous revoir